Alors, dernier symposium de la journée sur handicap et sexualité, enjeux et perspectives. On va surtout travailler dans un premier temps sur les enjeux. Et le professeur Troussier clôturera la journée avec les perspectives qu'on peut dégager de cette journée. Je serai accompagné pour animer ce symposium par Monsieur James Charenton, qui est là, qui est directeur du centre francilien des traumatisés crâniens. Voilà, je me trompe des fois dans le site, donc j'essaie de ne pas me tromper. Et je pensais que c'était important d'avoir une représentation des personnes traumatisées crâniens qui représentent une partie importante des personnes qu'on voit en consultation, en tout cas en ce qui me concerne. Et de plus, à vrai dire, j'ai aussi participé à un groupe sur sexualité et affectivité qui était organisé par votre centre. Vous voulez vous présenter Volontiers. Allez-y. Merci d'abord merci au comité d'organisation et scientifique de donner la parole au CRFTC, mais plus qu'au CRFTC, c'est de faire valoir le point de vue peut-être des personnes présentant une atteinte cérébrale acquise. Et donc merci à vous, organisateurs, et merci à Arnaud Seven, Ingrid Geret et professeur Troussier pour la qualité de leur accueil aujourd'hui. Vraiment, j'y tiens. Peut-être plus concrètement, le Centre ressources francilien traumatisme crânien fait suite à un travail qui avait été réalisé par la mission handicap APHP en 1998 jusqu'en 2002, qui identifiait au moins 2 dysfonctionnements dans la chaîne de prise en charge des personnes présentant une atteinte cérébrale acquise, à savoir un manque d'organisation dans les filières et dans les réseaux, un dysfonctionnement et un manque de formation initiale parmi tous les professionnels de santé. Et là, je ne vous apprends rien, ça a été dit ce matin. Donc, on a ouvert le Centre ressources francilien en 2003 et il est sur des missions très très brièvement résumées sur l'amélioration de la prise en charge des personnes en favorisant le parcours de soins bien évidemment, mais au-delà du parcours de soins, le parcours de vie des personnes en enlevant, en gommant, en essayant de faire sauter ces obstacles freinateurs, les éléments freinateurs au profit d'éléments facilitateurs. Et puis, deuxième mission, c'est faire valoir les besoins spécifiques des personnes auprès des autorités de gestion, de l'ARS, IDF en particulier, en intervenant, ça peut paraître très prétentieux, mais comme outil d'aide à la décision, en participant à des comités de pilotage ou en étant comme expert, conseil dans des attributions d'autorisation. Alors depuis 2003, la RTC, l'association Réseau TC Île-de-France qui gère notre CRFTC, et sous la présidence du professeur Philippe Azouvi, avant du professeur Pascal Prada, associe, et ça c'est essentiel, la quasi-totalité des personnes qui s'occupent des personnes cérébrolésées en Île-de-France, pour pas avoir la prétention d'exhaustivité, sur le plan du sanitaire, du médico-social, de la médecine de ville et des familles. C'est-à-dire, quand je dis famille, c'est les associations de familles qui sont les représentants d'usagers. Et nous tenons à ces 4 éléments parce qu'ils sont effectivement constitutifs d'une bonne intelligence par rapport à la prise en charge des personnes atteintes, cérébrolésées. On est au service des professionnels, bien évidemment, et nous ne recevrons pas d'usagers en termes propres dans nos locaux. Nos champs d'intervention, ils sont relativement bien ciblés. C'est de la formation, bien évidemment, répondre à cette première identification de la mission APHP. Donc formation, une des formations concerne l'intimité et la sexualité. Chaque année, on a des journées à thème et on avait fait une journée à thème sur ce thème auquel Arnaud a participé, bien évidemment. Une deuxième mission autour de la documentation. Je vous renvoie, bon là c'est plus ordinaire, à notre site avec un gros travail sur les cartographies d'établissements qui accueillent des personnes cérébrolésées. Et puis peut-être quelque chose que vous avez connu ou que vous connaissez, des flyers, des brochures sur les bébés secoués. On parlait de prévention ce matin. Tout ce qui est bébé secoué qui a été réalisé avec France Traumatisme Crânien et dont nous sommes les distributeurs au niveau francilien, voire au-delà, national aussi.
Les plaquettes aussi, trauma crânien léger, toujours dans le champ de la prévention. Des groupes de travail, et ça c'est essentiel parce que cette rencontre entre les professionnels est alimentée notamment et alimente des groupes de travail. Il y a une dizaine de groupes de travail et dont l'un est autour de l'intimité et de la sexualité. Et vous pouvez, en tant que professionnel, venir nous rejoindre à tout moment dans ces groupes de travail, ils sont ouverts. Et des groupes de travail, je voudrais en citer un autre, il y en a 10 actuellement, citer un autre qui est celui sur les unités état végétatif, recevant des patients en état végétatif, état aussi relationnel. Vous savez, ces patients dont on parle parfois de manière un peu trop brutale dans les médias, selon mon goût. Mais on parlait d'accès aux soins ce matin, on parlait de consultation gynéco, docteur Vrobel d'IMM en a parlé ce matin, et je crois que c'est important parce que quid par exemple d'un patient qui est en état végétatif chronique et d'une patiente et qui déclenche effectivement dont il faut forcer un peu les portes pour une consultation pour voir s'il n'y a pas des problèmes cancéreux et quel traitement, quelle stratégie thérapeutique on va pour une personne en état végétatif chronique adopter ou ne pas adopter. Je crois qu'il y a des problèmes éthiques, mais il n'y a pas que des problèmes éthiques autour de ces débats. Voilà, donc l'intime, en tout cas, est quelque chose qui vient nous percuter sans arrêt, et je crois que c'est quelque chose d'important. Alors, quelques mots, puisque j'ai la parole, mais 2 minutes, sur peut-être l'originalité des traumatisés crâniens, lésions cérébrales acquises non évolutives, j'insiste. C'est l'antériorité. C'est-à-dire qu'on est toujours sur de la lésion cérébrale acquise. Donc, les personnes, il faut savoir que c'est globalement des jeunes, 15-30 ans, plutôt masculins. Donc, c'est des personnes qui ont eu une vie avant l'accident et qui doivent se reconstruire après l'accident. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui est un marqueur important puisqu'on est sur une lésion acquise. C'est l'atteinte initiale massive du corps et de la psyché, disent les psychologues. C'est-à-dire qu'il y a une perte de représentation des repères à la fois internes et externes. C'est la traversée du coma, et ça, c'est à peu près irreprésentable. C'est-à-dire qu'il se traduit aussi par une atteinte massive, les psychologues diraient du narcissisme, mais par une atteinte massive du corps et par tout ce qui va s'en suivre. Les difficultés fonctionnelles, du coup, elles vont être de quel ordre? Et c'est là où ça devient intéressant, complexe et ô combien difficile, c'est que le télescopage entre les difficultés sensorimotrices, les difficultés résiduelles, hein, je passe sur la période de rééducation, de recouvrement des fonctions, et quand on est dans la réadaptation, on est quoi? Sur des difficultés à la fois sensorimotrices, des difficultés sensorielles, anosmie, agueusie qu'on oublie trop souvent, et des difficultés, et c'est là où tout d'un coup les choses vont devenir très très complexes, sur des difficultés cognitivo-comportementales. Et là, c'est effectivement que dans le champ qui est le nôtre aujourd'hui, on va se heurter à des problèmes. C'est alimenté également par quelque chose, et c'est présidé par une donnée qu'on connaît tous qui s'appelle l'anosognosie et qui effectivement fait qu'on est face à des patients ou face à des personnes qui vont être soit sur des levées d'inhibition massive, soit à l'inverse sur une inhibition massive. Et ça, les deux sont observables en sachant que toutes les enquêtes, pour l'instant, mais vous en avez peut-être d'autres à me proposer, montrent plutôt un désintérêt de la chose sexuelle chez les post-traumatiques. Enfin, et je finirai là-dessus, c'est un déficit d'empathie. Les neuropsychologues se sont emparés de ça à juste titre avec tout le travail sur la cognition sociale, c'est-à-dire tout ce qui va témoigner la désadaptation sociale et la désadaptation du rapport à l'autre, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à la création d'un lien, du rapport à l'intime, du rapport amoureux, du rapport au désir, le rapport sexuel, tout ce qui fait que le rapport à l'autre et tout ce qui est dans l'espace du jeu et du jeu, qui tout d'un coup va être déficitaire, plus ou moins, chez la personne victime d'un traumatisme crânien. Donc tout l'enjeu, c'est de revenir pour nos équipes à la fois sanitaires et médico-sociales ou de médecine de ville, c'est effectivement d'accompagner le blessé dans cette reconstruction des éléments cognitivo-comportementaux si on veut que la personne retrouve une distance à peu près adéquate dans son lien à l'autre. Voilà. Merci. Alors l'anosognosie, c'est l'absence de connaissance de sa maladie, pour ceux qui ne savent pas. Je retiens une chose très importante, peut-être que vous nous en direz un mot, c'est cette grande différence qu'il y a probablement dans l'accompagnement d'une personne qui a une déficience congénitale
et une lésion secondairement acquise où il y a d'autres problématiques qui vont surgir, et notamment celle de couple. Tout à fait. L'accompagnement, normalement, doit s'adapter à la population cible, à la population qui est accompagnée ou éduquée. C'est un travail, oui, tout à fait. Deuxième animateur, M. Thierry Zucco, qui est directeur du foyer d'accueil médicalisé de Pierrefitte, qui est à la fois un collègue qui nous avons des relations professionnelles, mais je le pense aussi des relations amicales. Bonjour à tous. Ça marche. En quelques mots concernant uniquement l'institution, puisque je suis là ici pour représenter les établissements. Et c'est vrai que l'institution, elle a une qualité, elle protège, elle a peut-être un défaut, elle peut enfermer. Sachant que les personnes qu'on accueille sont également enfermées dans leur propre handicap. Donc les premières questions qu'on peut se poser quand on l'accompagne, ça a été dit largement ce matin, est-ce que ce sont des personnes, est-ce que ce sont des sujets, sujets de soins, sujets éducatifs, sujets administratifs? Nous, on a pris une résolution très simple. Un établissement médico-social, c'est un lieu de vie et un lieu de soins. Et dans ce lieu de vie se croisent des personnes qui viennent pour y travailler, d'autres qui viennent pour y vivre. Parce que dès qu'on commence à se nommer professionnel et résident, il y a une distance énorme qui s'établit. Et comment voulez-vous qu'on aborde des sujets aussi intimes et fins que celui de la vie affective, de la vie sexuelle, en ayant déjà catégorisé, au-delà du handicap, le statut social d'être assisté. Donc dans notre établissement, et plus généralement au sein de l'association ADEF Résidence, nous avons 43 établissements. En 2005, on s'est réunis en groupe de travail vraiment, vraiment très, très large, puisqu'il y avait des sociologues, des juristes, etc., les professionnels médico-sociaux et médecins, pour établir une charte. Cette charte, c'est le premier détail qui va nous rassembler. La charte, elle est écrite, elle est lue, point. Mais elle doit être fondatrice de nos valeurs. Ensuite, je me souviens, en 2006, puisque je suis arrivé dans ces métiers-là à cette époque-là, il y avait des grosses tensions dans l'établissement. Le cérébro-lésé, c'est une personne qui, parfois, surtout quand on n'est pas très compétent, a des troubles du comportement. Et on se réfère rapidement au psychiatre, alors qu'il suffit de se rapporter à plus de compétences et plus de bon sens pour que ces troubles disparaissent. Et nous étions réunis avec une équipe. On évoquait le sujet de certaines personnes, certaines jeunes femmes qui étaient très libérées, certains hommes qui étaient très désinhibés, ça choquait. Et ça choquait, on demandait au directeur, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rendez compte? Et je leur ai dit, vous avez raison, on a fait une réunion institutionnelle et je leur ai dit, voilà, je voudrais que vous me parliez de votre sexualité, de celle de vos enfants, comment fait votre mari, ce que vous aimez qu'il vous fasse. Gros silence. Et je leur ai dit, mais attendez, est-ce que vous ne m'avez pas demandé à moi de m'intéresser à ces mêmes questions pour les personnes que nous accueillons? Et on s'est rendu compte, à ce moment-là, qu'on accueille des personnes qu'ils ont... J'ai horreur de ce mot « droit à la vie sexuelle ». Est-ce que j'ai le droit de respirer? Eh bien, on est entre nous. C'est autant important pour moi, ma vie affective, que l'oxygène que je respire. Je ne vois pas pourquoi, pour les personnes qui ont quelques différences consécutives à un accident ou bien de manière innée, n'aurait-il pas ces mêmes revendications? Moi, j'ai beaucoup aimé, Arnaud, ton interview avec cette jeune femme. Je ne sais pas si elle est encore là. C'est juste extraordinaire, quoi. En 2008, on avait fait un des tout premiers colloques qui existait sur ce sujet. On avait réuni les familles, bien entendu. Je ne vous raconte pas comment ça s'est passé, ce n'était pas simple. On a réuni des personnes victimes d'une lésion cérébrale acquise qui vivaient en autonomie et d'autres qui vivaient en institution. L'ensemble des professionnels, soignants, thérapeutes, éducatifs, médecins, sociologues, et il y avait une dame qui venait de Suisse et qui travaillait beaucoup sur l'assistance sexuelle. Et je me rappelle d'un de ces mots, écoutez bien le sens que ça a. Elle me dit, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes en situation de handicap dont le seul contact, c'est le latex, le gant pendant la toilette? Ça m'a vachement fait réfléchir. Alors on garde les gants, c'est une histoire de respect et d'hygiène, mais on a institué une de toutes premières choses qui est le toucher thérapeutique. Alors, je ne sais pas si je suis aidant sexuel, mais ce n'est pas très grave, en l'occurrence, parce que ça fait énormément de bien. Voilà, donc soyez rassurés pour ceux qui souhaitaient en entendre parler. Les institutions, en tout cas les associations comme ADEF Résidence, et je pense avoir entendu les APF et tout le monde, on est très au cœur de cette réalité humaine qu'est la vie affective et sexuelle, et on fait en sorte de ne pas trop l'entraver, et si possible de l'aider. Voilà. Alors attention, nous ne sommes pas entre nous, puisque ça passe sur YouTube.
Alors, je crois que vous avez compris que M. Thierry Zucco était l'un de ces directeurs d'établissement, il y en a beaucoup maintenant, très investi dans cette problématique de la sexualité. Mais tout problème, ça reste comment fait-on? Et enfin, maintenant, un premier intervenant qui, parce qu'on pensait que c'était normal de vous rendre cet honneur-là pour votre présence, saluer votre présence. Donc c'est Monsieur Louis de Ferias, qui est directeur adjoint du foyer hébergement L'Adapte et qui va nous parler un petit peu de son association. Bonjour. Donc, je suis psychanalyste, pilote national de l'action de projet associatif de l'ADAPT, l'épanouissement de la personne dans la vie affective, amoureuse, sexuelle et parentalité. Et les enjeux sont multiples. Et on vient de constater depuis ce matin une liste des enjeux qui nous sommes confrontés de point de vue théorique, comme de point de vue éthique, comme de point de vue pratique, du quotidien, dans les accompagnements qu'on réalise dans nos établissements. Et je voulais avant tout souligner que moi, j'ai avant tout, mon expérience, c'est auprès des personnes en situation de handicap psychique et handicap mental. Et donc, qui n'empêche pas tout un travail à niveau national avec d'autres types de populations touchées par le handicap. Mais notre enjeu, avant tout, c'est faire avancer 3 signifiants qui on n'arrête pas de parler ici et ailleurs, qui c'est handicap, sexualité, parentalité. 3 signifiants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que pour chacun de nous, quand on parle d'handicap, de quel handicap parlons-on? Et là, ce matin, la réaction de quelques personnes autour de moi qui disaient « Ah, les consultations gynéco qu'on a vues ce matin. Et ce qui concerne l'handicap mental, handicap psychique, quel type de services nous avons aujourd'hui en France? Silence. Bien. Donc, à propos d'handicap, donc j'aimerais bien, d'une façon rapide, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, déjà j'aimerais bien laisser souligner la question de quand on parle de l'handicap, à propos de cette thématique, de quel handicap parlons-on et quel type d'écoute on va prester pour les types de handicap. Après, sexualité. Je suis un peu gêné, fait déjà un certain temps, parce qu'on parle de sexualité. Et souvent, dans mon sens, on glisse très rapidement à la sexualité génitale. Or, nous savons tous, nous professionnels, que sexualité, c'est bien plus large. Ce n'est pas pour rien qu'on dit vie affective, amoureuse, sexuelle. La sexualité génitale, répondre à la sexualité génitale, c'est un type de réponse. Mais répondre à la sexualité, à ce qui concerne la sensualité, la pulsion, les plaisirs, comme c'était dit ce matin. Je ne me rappelle pas exactement le nom de la personne, de l'intervenant, qui disait la sexualité, c'est une expérience de plaisir. C'était moi. C'était bien, voilà. C'est bien posé. Donc, et après, les 3e signifiants, la parentalité. Pas évident. Pas évident, pas parce que ce n'est pas une question de droit ou pas droit. Ça touche à des questions éthiques, ça
Ça touche à des questions de faire évoluer notre idée de qu'est-ce que c'est la sexualité, à qui il y a des droits, à qui il n'y a pas, bon, etc. Il y a une certaine quantité de questions qui se déclinent. Et de là, combien c'est délicat. Justement, je reviens à la question du type de handicap. Quand on a une petite expérience d'accompagnement auprès d'une jeune femme et d'un jeune garçon qui désirait avoir un enfant, elle handicapée, avec un handicap mental, une déficience assez importante, lui aussi, et d'emblée, on était dans l'obligation de l'informer qu'il avait au risque de qu'elle ne garderait pas cet enfant. Je vous laisse la question. Quand on parle, on va libérer la parole. Souvent, on dit ça, libérer la parole. Je pense qu'avant de libérer la parole, il faut mettre des mots là-dessus. Ce sont des questions qui me traversent, qui nous traversent, nous équipent. Après, pour être un peu court, l'implication de notre association vient déjà du soutien de notre conseil d'administration, du soutien à tous les professionnels sur cette thématique. Le soutien du conseil d'administration dans son projet associatif, mais de l'importance qui se décline dans les projets d'établissement, dans les règlements du fonctionnement et la charte, pour qu'on puisse arriver jusqu'à la création d'une charte ou simplement d'un guide pédagogique d'accompagnement et de support professionnel. Les enjeux, avant tout auprès des équipes multidisciplinaires, c'est déjà mettre des mots pour que les représentations, qu'on puisse faire avancer ces représentations dans ce qui concerne sexualité, vie affective et parentalité, parce qu'il y a toujours et parentalité. Et après, toute notre préoccupation, c'est ce qui concerne la sécurité de ces personnes. C'est assez vaste, ce sont des enjeux majeurs, c'est vrai. Mais il faut avancer, et nous sommes là pour ça. Les perspectives, en tout cas pour nous, c'est un travail de sensibilisation avant tout. Sensibilisation du grand public, et c'est pour ça, ce matin, mon collègue Dominique Ledouce, vous avez déjà annoncé, on est engagé, la DAP est engagé au festival que je vous invite tous, les 28, 29, 30 juin. Ma sexualité n'est pas un handicap, ici à Paris, qui aura lieu. La sensibilisation du grand public, mobiliser au grand public, mobiliser les autorités. Par exemple, nous avons une expérience dans le 95, au conseil départemental du 95, qui est très engagé sur cette thématique dans son schéma départemental depuis une dizaine d'années, avec des actions tout à fait intéressantes. Je vous invite tous à aller voir. Après, sensibiliser nos professionnels, sensibiliser les personnes en situation de handicap, pour qu'on puisse, à partir de là, parler véritablement de formation, qui c'est une autre étape que nous avons comme perspective et objectif. Et pour finir mon petit discours,
Et je voulais laisser ici souligner, attirer votre attention de l'importance de qu'on puisse accorder, mettre des mots et affiner un peu plus nos discussions et nos propos quand on parle de handicap, quand on parle de sexualité et quand on parle de parentalité. Merci beaucoup. Alors, Madame Farida Benima, qui est représentante du Master Éducation à la sexualité humaine à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, va nous traiter le thème d'enjeux de l'éducation sur la sexualité des personnes en situation de handicap. Farida Benima est médecin, sexologue, sexothérapeute et éducatrice en santé sexuelle. 15 minutes. On m'avait dit 20. Voilà. Premier handicap. Ils ont été un peu trop bavards. D'accord. Je vais essayer de faire de mon mieux alors. Je voulais remercier l'équipe organisatrice d'avoir mis en place cette journée très enrichissante. Et je voulais aussi la remercier de m'avoir donné la parole. Donc j'attaque directement, puisque je n'ai que 15 minutes. Il faut savoir s'adapter au milieu réel. Donc mon propos est de vous parler d'un exemple d'éducation à la sexualité mise en place à Toulouse par Régent Tremblay, docteur en sociologie, qui est père fondateur du CIFRES, qui est le Centre international de formation et de recherche en sexualité. C'est cette association qui a mis en place les différents enseignements de sexologie à Toulouse, que ce soit des enseignements pour la clinique, sexothérapie, ou des enseignements pour l'éducation sexuelle. Donc ce travail que je vous présente est une collaboration entre l'équipe du CIFRES et l'équipe du Master des sciences humaines et sociales. Nous avons à Toulouse deux formations qui s'adressent à l'éducation sexuelle. D'une part, le DUFES, le diplôme universitaire de formation en éducation à la sexualité. C'est une émanation du département de médecine, gérée par le professeur Eric Huyghe. C'est une formation qui s'adresse à des professionnels qui sont déjà en situation dans des structures hospitalières, associatives ou autres, et qui souhaitent avoir une spécificité dans le domaine de la sexualité. Ce DUFES fonctionne déjà depuis plusieurs années. Les diplômés du DUFES sont déjà un peu partout en France en train d'appliquer, de mettre en place des actions à l'éducation sexuelle. À côté, nous avons le master qui est très récent. À ma connaissance, c'est le seul master d'éducation à la sexualité en Europe. Donc, si d'autres personnes ont d'autres informations, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, que ce soit le master qui est délivré par, qui est une émanation du département de sociologie de l'université Jean Jaurès à Toulouse. Ce master a comme vocation de s'inscrire dans un parcours universitaire classique, à savoir licence, master, doctorat, destiné à des étudiants de sociologie qui souhaitent développer une expertise en sexualité. Vous avez comparé le volume d'heures, on a 700 heures pour le master, 180 pour le DUFES. Les deux formations se font sur 2 ans, et dans ces deux formations, on fait appel à une équipe pédagogique multidisciplinaire, comme d'ailleurs le préconise l'OMS ou l'UNESCO, avec des évaluations et des mémoires en fin d'année, en fin de 2e année. Vous avez ici une affiche de la formation du master. J'ai ramené quelques affiches pour ceux que ça intéresse. Alors, les objectifs de la formation, de cette formation, sont nombreux. L'étudiant, à l'issue de cette formation, doit pouvoir acquérir, pendant toute la formation, approfondir des savoirs qui sont forgés par les sciences humaines. L'étudiant doit pouvoir les contextualiser et les discuter. Il doit aussi acquérir et approfondir des savoir-faire pédagogiques. Il s'agit d'apprendre aux
à l'étudiant, en fait, au futur mastérien, à l'éducateur sexuel, apprendre à mettre en place une action de la santé. Ça ne s'improvise pas. L'étudiant est censé aussi acquérir et savoir utiliser des outils pédagogiques. Ces outils sont co-construits avec les personnes d'abord qui sont visées par l'accompagnement ou par l'éducation. Ces outils tiennent compte de la dimension intégrative, appelée aussi holistique par d'autres associations ou groupes. C'est-à-dire il s'agit de tenir compte des composantes biologiques, psychologiques, criminologiques, anthropologiques, éthiques. Toutes ces dimensions sont à considérer. Il s'agit de s'adresser à une sexualité humaine dans sa globalité. L'objectif majeur étant de, bien entendu, accompagner, favoriser l'épanouissement sexuel et social de chacun. Ces différents savoirs peuvent être groupés en 4 axes. Il s'agit d'acquérir des savoirs. Les savoirs seuls sont insuffisants pour générer un quelconque changement. Il y a beaucoup d'études qui l'ont bien montré. Un savoir-faire, un savoir-être, une attitude, une gestuelle, un savoir-faire de l'éducateur et un savoir-devenir. Il s'agit aussi d'évoluer. Nous savons bien que la sexualité dans sa globalité, ou même quand il s'agit que de comportements sexuels, vont varier en fonction de l'âge, entre autres, et en fonction d'autres facteurs. Ce qui est important, c'est de ne pas réduire l'éducation à la santé sexuelle uniquement à la seule lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les violences sexuelles ou à la seule prévention de la grossesse. Nous avons le modèle de santé sexuelle avec l'éducation à la santé, la dimension de plaisir qui est apparue plus tardivement dans la définition de l'OMS, les dimensions biopsychosociales, donc la démarche intégrative, et ces différents risques, justement, sont intégrés dans la prise en charge globale. Le but de l'éducation à la sexualité, c'est d'assurer un développement de l'autonomie et déviance. J'ai mis déviance entre guillemets, il s'agit ici d'un concept social. Par déviance, Becker, psychologue américain, entendait la capacité d'innover, la capacité de créer. Nous sommes dans une formation, c'est un diplôme, il y a des schémas d'enseignement, il y a des projets d'action et tous ces éléments s'inscrivent obligatoirement dans une durée. Et pour moi, la durée est un facteur très important. Nombre d'entre nous ont été souvent sollicités pour une action sexuelle quelconque, mais avec des durées très courtes, sans préparation, et se sont souvent retrouvés dans ce qu'on appelle une situation d'anomie. C'est-à-dire qu'il y avait des objectifs annoncés, mais pas les moyens pour pouvoir atteindre des objectifs. La durée en fait partie. Le programme donc, du master va, comme dit précédemment, tenir compte de cette démarche intégrative. On a aussi une approche interactive. L'éducateur ou l'accompagnant n'est pas là pour imposer sa sexualité. Ma sexualité de l'éducateur, du thérapeute ou du conseiller, selon les recommandations de l'OMS, notre sexualité n'est pas la sexualité des personnes que nous recevons, d'une part. D'autre part, il s'agit de ne pas rester sur un axe vertical descendant avec des informations imposées sur le bas. Les personnes visées par le programme d'éducation ou d'accompagnement participent de manière totale, complète, à la mise en place aussi des actions et nous assure un retour. Dans la formation donc, du master, il y a aussi une approche artistique qui est mise en valeur, le modèle des neurosciences, la pédagogie, nous sommes dans une démarche éducative. Il y a aussi le développement psycho-affectif et cognitif de la sexualité qui est quand même très important, puisque lorsqu'on met en place une action, il y a des outils, et les outils doivent être adaptés au niveau psycho-affectif et cognitif, quelles que soient les personnes que nous sommes devant nous, handicap, pas handicap. Dans ce master, il y a aussi une initiation à la recherche. Il s'agit de former des étudiants de manière à ce qu'ils puissent savoir rédiger des questionnaires, qu'ils puissent élaborer le système d'exploitation des données, qu'ils puissent utiliser des outils mathématiques, des logiciels dans leur parcours. Public concerné par cette formation, toute personne en situation d'éducation à la sexualité.
Je vais faire un rapide parcours, un petit passage sur le cadre théorique. La définition de l'OMS, beaucoup de collègues l'ont déjà cité ce matin. Voilà, ce que je veux préciser, c'est que cette définition a beaucoup évolué et s'est enrichie au fil des années, avec aussi la dimension du plaisir. Le cadre théorique des droits sexuels, je retiens surtout que l'exercice responsable des droits de l'homme exige que toutes les personnes respectent les droits des autres. Quand on est dans une démarche de santé sexuelle d'un groupe, c'est vraiment les droits sexuels de tous les individus constituant ce groupe qui doivent être respectés. Sinon, nous nous retrouvons en situation d'anomie, comme je l'ai précédemment précisé. Pour les handicaps, nous avons plusieurs classifications, la déficience physique, psychologique. Et moi, j'ai envie de parler aussi de... tout à l'heure, il y a une personne qui a parlé, par exemple, d'excision. Une personne privée de sa liberté est quelque part en situation de handicap. Je pense particulièrement aux prévenus, aux détenus des maisons d'arrêt. Par exemple, moi, je travaille dans une maison d'arrêt en région toulousaine. Quand on est privé de sa liberté, on est quelque part privé de ses droits sexuels. C'est aussi important à signaler. La question qui se pose, au fait, c'est est-il normal de distinguer la sexualité de la personne en situation de handicap des autres sexualités? Et aussi, y a-t-il des sexualités des personnes en situation de handicap? Je veux dire par là, à handicap un peu équivalent, a-t-on plusieurs sortes de sexualité? Je parle d'hétéro, d'homo, bisexualité, etc. Les questions se posent, je n'ai absolument pas l'intention d'y répondre, j'ai surtout envie de vous faire réfléchir sur ces questions. Je crois qu'on n'y répondra pas aujourd'hui. Ce que je retiens aussi de la définition du handicap, c'est qu'au tout départ, la définition de handicap était plus d'un point de vue médical, définie plutôt comme une incapacité, quelle qu'elle soit, une définitive ou pas. Qui dit incapacité dit probablement envie de réparer pour aller vers une norme, mais de quelle norme parle-t-on? Est-ce qu'il y a une norme unique? Est-ce qu'il y a des normes multiples? Puis cette définition du handicap a évolué vers une situation de handicap. Et là, on met l'accent juste sur la personne, l'individu, par rapport à un milieu. C'est le milieu qui crée l'incapacité, l'exclut et privation de droits. La reconnaissance des droits sexuels identiques a une évolution très lente. On a pu le voir avec l'évolution des différentes définitions. Par contre, la sexualité et comportement sexuel des individus évoluent plus rapidement. La personne en situation de handicap se pose la question tous les jours, rejet, désir de séduire, etc. Je ferai une petite illustration d'un exemple d'intervention d'éducation sexuelle selon le modèle toulousain, rapidement puisque je n'ai pas beaucoup de thèmes. Ce qu'on peut faire pour préparer comme ça une intervention, c'est choisir un thème. Les thèmes, il y en a beaucoup. Il y a le rejet, il y a gestion de la frustration. Moi, j'ai pris la première fois en termes de sexualité. Avec un cadre théorique, j'ai choisi celui de la perception de la normalité, sachant que ce cadre, qui est au fait ce cercle-là qui va représenter les différents types de normes, ici je l'ai choisi parce que je vous parle, parce que vous êtes la population qui est devant moi, mais ce cadre est à adapter en fonction de la population visée, qu'on ait des personnes en situation de handicap, qu'on ait des enfants de 5-10 ans, qu'on ait des enfants ou des adolescents de 10-15. On a une adaptation des outils. Ça peut être, par exemple, on pose la question, l'âge de la première fois. Statistiquement, en France, on dit que l'âge de la première fois, c'est 17,2. Dans certains pays, ça peut varier. En Europe, on est autour un peu de cette statistique. La loi en France dit que l'âge du premier rapport sexuel est de 15 ans, par exemple. Dans certains pays où la religion est très prégnante, on ne peut pas envisager une première fois en dehors des liens sacrés du mariage. La position médicale, quand on a fini sa croissance, par exemple. Donc l'idée est de faire réfléchir les personnes au cours donc de cette intervention sur les différentes façons d'observer une situation. Donc l'idée est de leur donner plusieurs points de vue, de développer leur esprit critique. Ces interventions vont se décliner sur plusieurs séances et l'objectif avec ces séances, c'est d'aller d'une séance la moins implicative vers le plus en plus implicatif, quitte à la dernière séance de pouvoir mettre en place des jeux de rôle. Et bien sûr, évaluation. Qui dit intervention dit évaluation
population témoin, c'est-à-dire on sait ce qu'on fait, on sait comment on le fait et on évalue pour mesurer l'impact de l'intervention. C'est l'objectif en fait de ce master, c'est former les personnes de manière à ce qu'ils puissent répondre à toutes ces questions qu'on s'est posées. Un exemple de cadre théorique explicatif, là j'ai pris celui de Becker c'est un psychologue américain qui a travaillé sur les attitudes éducative et parentale. Et là, on va l'adapter en fonction des personnes que nous avons face à nous. Dans une situation, par exemple, d'handicap, on peut utiliser, par exemple, les émoticônes ou le diagramme qui est juste à côté. Et après, adapter la posture, le débit verbal en fonction de ce qui est attendu. Un programme d'éducation sexuelle ne peut être réfléchi, conçu, mis en place, évalué sans des décideurs, sans des professionnels formés. Tout le monde ne peut pas faire une intervention en éducation sexuelle et surtout sans les personnes concernées, personnes en situation de handicap. Plus rien pour nous sans nous. Et je vous laisse la conclusion que je ne ferai pas. C'est une personne en handicap moteur, en situation de handicap moteur, qui a écrit un petit texte sur « Je ne veux pas qu'on m'aime », je vous le laisse afficher. La diapo suivante correspond à la bibliographie. Et merci pour votre attention. Je vous prie de m'excuser de vous frustrer. Ça s'appelle apprendre à gérer un handicap. C'est le manque de temps. 20 minutes, ce n'est pas 15 minutes. Madame Florence Thibault, qui est professeure de psychiatrie et d'addictologie, présidente de l'Association internationale pour la santé mentale des femmes. Elle va vous présenter le sujet, il est écrit là-haut, donc je ne perds pas de temps et je lui donne la parole. Bonsoir à tous et je voulais remercier Monsieur Seven et Monsieur Troussier pour leur invitation à participer à cette journée extrêmement intéressante. Alors ils m'ont confié la tâche de parler à la fois de la santé mentale des femmes et de la sexualité, le tout en 15 minutes. Donc ça va être un petit peu compliqué, donc effectivement ça sera frustrant parce que je me suis focalisée sur rapidement mes conflits d'intérêts, sur 3 thèmes pour partir d'un sujet qui est vraiment complètement centré sur la sexualité, santé reproductive et maladie mentale, pour élargir ensuite aux violences sexuelles, dont sont victimes, Madame Selle l'a très bien dit ce matin, les malades mentaux, et puis de spécificités liées à la notion de sexe et donc à la notion de genre, au fait d'être une femme en tant que telle. Alors, santé reproductive et maladie mentale, on parle de maladie mentale sévère, donc vous voyez que il y a quand même, quand on regarde le taux d'exposition par rapport aux problématiques générales, il y a quand même une surexposition aux maladies infectieuses transmissibles, au sida. Il y a des problèmes gynécologiques, en tout cas de conseils gynécologiques qui se posent. Et puis, il y a un faible usage des contraceptifs. Ça, c'est une revue de littérature sur 78 études sur le sujet. Donc, il y a des vraies problématiques si on se centre simplement sur la santé reproductive. Je ne parle pas ici, dans les maladies mentales sévères, des problématiques émotionnelles, cognitives, qui donc posent des problèmes relationnels et posent des problèmes dans la vie affective dont on parlait tout à l'heure, rendent la vie affective difficile, je pense en particulier aux patients schizophrènes. Et puis tout le champ très vaste, qui est quand même relativement étudié, des effets secondaires des médicaments qui ont la plupart du temps comme effet secondaire important de diminuer la sexualité. Ce qui évidemment pose des problèmes chez les patients puisque si on parle d'un schizophrène, il est traité quasiment sa vie entière par des neuroleptiques dont une des fonctions principales est de diminuer la sexualité, pas voulu mais un effet secondaire malheureux du traitement. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de santé reproductive ? Alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant qu'il y a un stigma énorme par rapport aux maladies mentales qui touche à la fois les psychiatres d'ailleurs et les patients et qu'on a vraiment du mal à faire diminuer. Il y a un manque de prise de conscience parce qu'ils ont des troubles cognitifs par définition. Et puis, il y a surtout aussi un manque à la fois de formation et de communication entre les soignants, c'est-à-dire que les psychiatres ont du mal à communiquer avec les autres spécialités médicales autour de la santé reproductive du patient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Il faut éduquer les patients, il faut éduquer les familles qui sont donc en première ligne, former les soignants, en particulier à la prise en charge gynécologique, surveillance, contraception. Il y a très peu de consultations, vous l'avez rappelé tout à l'heure, spécialisées pour les patients avec des maladies mentales sévères. Il y a encore moins de services d'obstétrique qui acceptent facilement des patients qui ont des maladies mentales sévères. Quand il faut faire accoucher une patiente schizophrène, c'est extrêmement compliqué. Et puis, il faut réduire de manière générale le stigma concernant les maladies mentales. Deuxième vignette sur les violences sexuelles, qui sont une vraie problématique, puisqu'on a l'enquête 4 de vie sécurité 2011-2015, retrouve 200 000 personnes victimes de violences sexuelles au cours de l'année écoulée. Alors, il s'agit essentiellement de femmes, 80% de femmes, et vous allez voir, c'est intéressant qu'elle est à 75% intrafamiliale, inceste en particulier. Et puis, dès qu'on change d'angle de vue, c'est-à-dire qu'on se place du point de vue des victimes qui portent plainte, c'est-à-dire environ une personne sur 10, comme on l'a dit ce matin, selon la gravité des atteintes, plus c'est grave, plus il y a une plainte, forcément. Et il y a environ 35 000 plaintes en 2016, 85% de femmes, et là on a seulement 25% intrafamiliales. Ça veut dire qu'il y a un secret énorme sur tout ce qui concerne l'inceste et qui continue à perdurer en 2016. Et puis enfin, quand on regarde du côté des agresseurs qui sont condamnés, il y en a à peu près 6 000 par an. Donc les femmes ne portent pas plainte, ou les hommes ne portent pas plainte, et quand elles portent plainte, elles ne sont pas forcément entendues par la justice, ou en tout cas il n'y a pas forcément l'impression pour elles que quelque chose s'est passé du côté de la justice. Alors maintenant, si on se place du côté des agresseurs, puisque on le disait ce matin, on ne peut pas parler des victimes sans parler des agresseurs. On ne peut pas améliorer le sort des victimes sans prendre en charge les agresseurs, sans traiter les agresseurs. Ça reste un problème difficile, en particulier pour nous psychiatres. On est très peu à s'intéresser aux agresseurs sexuels. En 2016, 20 800 personnes ont été mises en cause par la police ou la gendarmerie pour avoir commis un acte de violence sexuelle. Ce sont très majoritairement des hommes, 97% d'hommes. Et ce qui se passe sociologiquement, c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes et on est confronté à de plus en plus d'adolescents qui deviennent des agresseurs sexuels, donc avec forcément des prises en charge qui sont difficiles, avec parfois des agresseurs sexuels qui sont à peine pubères et qui donc commettent déjà des agressions sexuelles. Et il y a là aussi, dans notre société, un tabou par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a probablement tendance à penser par excès que des jeux sexuels entre adolescents, c'est forcément un jeu sexuel, même quand la partenaire n'est pas consentante. Et donc il faut qu'on soit très attentif à ça, parce que ça s'appelle, comme chez l'adulte, un viol, et il faut qu'on reconnaisse ces affaires d'agression sexuelle, et surtout qu'on prenne en charge les agresseurs sexuels, parce que quelqu'un qui a, par exemple, à 14 ans, qui exprime des fantasmes extrêmement fixés de violence sur des enfants, de pédophilie, c'est probablement, très probablement, c'est le fantasme qui est le plus inquiétant pour nous, c'est très probablement des futurs pédophiles. Et actuellement, quand on regarde la littérature internationale, il n'y a pratiquement pas d'études qui s'intéressent à comment est-ce qu'on peut prendre en charge cet adolescent pour lui éviter d'avoir un parcours vie entière de pédophile et récidiver, voire passer à l'acte si pour le moment il n'est que consultant de vidéos pornographiques, ce qui est le cas d'un certain nombre de consultants qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? L'OMS prévoit la prévention primaire en l'abordant d'une manière que je trouve assez élégante, parce qu'en fait, on ne met pas le focus sur l'agresseur sexuel, mais on met le focus sur la promotion de l'égalité des sexes, du respect des garçons par rapport aux filles, de leur éducation, et on va centrer ça dans les écoles et sur les populations défavorisées. Alors, dans de nombreux pays, on parle maintenant de dépistage systématique des violences sexuelles. En France, on reste très prudent par rapport à ça. On a du mal à poser la question parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire après. Or, un tiers des patients qui consultent pour des troubles psychologiques ou psychiatriques ont été victimes de violences physiques ou sexuelles et n'en parlent pas forcément si vous ne posez pas la question. Donc il faut forcément former les professionnels au dépistage et puis tendre vers ce qui se passe par exemple en Angleterre, où on a tendance à aller vers un dépistage systématique, même si la question n'est pas posée comme telle, mais on a des éléments d'orientation qui permettent de se dire que peut-être il y a une violence sexuelle. Et puis améliorer les soins, promouvoir la recherche clinique dans ce domaine, sur la prise en charge des victimes et surtout sur la prise en charge des agresseurs, en sachant que 30 à 40% des agresseurs, on est actuellement en train de constituer une cohorte d'agresseurs sexuels en France pour voir un petit peu quel profil de personnes c'est et comment est-ce qu'on va pouvoir mieux les prendre en charge. Et on est à 40% d'anciennes victimes.
Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique de devenir agresseur chez certaines personnes qui se met en place quand elles ont été victimes. Et on sait que chez les agresseurs, prendre en charge le fait qu'ils ont été eux-mêmes victimes, c'est crucial dans la prise en charge pour éviter les passages à l'acte ultérieur. Donc il y a des recommandations françaises et internationales sur ce sujet qu'on a faites il y a quelques années. Et puis, de manière plus générale, donc je vais passer à des spécificités qui sont liées au sexe, au genre, donc au fait d'être femme, puisque femme faisait partie des mots-clés qu'on m'a attribués, et des études cliniques. Pour vous parler des grossesses, qui sont un effet, on va dire, primaire ou secondaire, je ne sais pas, ça dépend comment on se place de la sexualité. En tout cas, ça fait partie, à mon sens, de la sexualité, d'une sexualité voulue, aboutie, etc., pour une parentalité. Et donc, les conséquences de la consommation de la mère chez le nouveau-né, elles sont terribles pour le bébé, prématurité, poids de naissance plus faible, périmètre crânien réduit, syndrome de sevrage, il pleure, il est insupportable, et parfois on ne sait pas que c'est parce qu'il est en sevrage d'alcool ou de tabac. Le syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est la première cause de retard mental évitable. Et les jeunes qui ont une alcoolisation fœtale qui ne sont pas pris en charge correctement, c'est jusqu'à 70% de délinquance à l'âge adulte. Et il y a un particulier des terroristes qui avait, à mon sens, vraiment une tête de syndrome d'alcoolisation fœtale. Et donc, ça fait partie des risques potentiels, la délinquance. Et quand on les prend en charge précocement, on sait que ça réduit le passage à l'acte vers la délinquance. Ça peut donner toutes sortes de troubles neurodéveloppementaux et aussi le risque de conduite addictive à l'adolescence qui est de plus en plus mis en avant, tabagisme, alcoolisme, etc., parce qu'ils ont eu une imprégnation cérébrale extrêmement précoce. Alors, on a fait une étude sur 724 femmes enceintes où on a eu des résultats assez surprenants puisque, par exemple, vous voyez que pour le tabac, ça ne marche pas fort, pour le tabac, donc on a 30% des femmes qui fument avant, et puis on en a 20% qui fument pendant la grossesse. Et elles le disent très volontiers, c'est-à-dire que quand on fait les marqueurs du tabagisme chez le bébé, on trouve à peu près les mêmes résultats. Donc ça veut dire qu'il faut refaire des campagnes et expliquer aux femmes que le tabac, c'est vraiment pas bon pour le bébé. Ça le rend prématuré, ça diminue sa taille, son poids, son périmètre crânien. L'alcool... donc on est à 57% de femmes qui consomment de l'alcool de manière générale, hein, je ne parle pas d'alcoolisation excessive avant la grossesse, et on est à 15% de femmes pendant la grossesse. Le problème, c'est que les femmes, elles disent pour 15% des cas, je bois, et puis quand on mesure l'imprégnation alcoolique chez le bébé, on trouve à peu près 15%, mais pas du tout chez les mêmes. C'est-à-dire que celles qui disent qu'elles boivent pas beaucoup, mais celles qui boivent beaucoup et qui exposent le bébé à un risque de syndrome d'alcoolisation fœtale, elles ne le disent pas. Donc ça veut dire qu'il faudrait idéalement faire un dépistage systématique chez le bébé pour pouvoir faire un diagnostic précoce, et ils n'ont pas toute la tête en goutte d'huile classique des alcoolisations fœtales, ils ont parfois des troubles cognitifs qui n'apparaissent qu'à 2, 3, 4 ans, et là on ne les prend pas en charge parce qu'en général ils sont perdus de vue, puis on a oublié qu'il y avait une alcoolisation fœtale ou on n'y a pas pensé, et donc ça pose des gros soucis. Le cannabis, 3,4 avant et 0,4. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'on est à peu près comme au plan international, mais ce qui est navrant, c'est qu'on a encore tout un travail éducatif à faire chez ces femmes enceintes. Et puis, dernier point, une énorme consommation de café, de thé, de cola, probablement pour se stimuler, parce que les hormones fatiguent pendant la grossesse, et puis pour s'empêcher de vomir. Et il y a des publications qui commencent à dire que peut-être ça augmenterait le risque de malformation fœtale, mais ça reste à confirmer. Nous, on ne l'a pas retrouvé dans notre étude, on est en train de finaliser une analyse, mais il y a plusieurs publications qui alertent sur des malformations. Alors, évidemment, le profil de femmes qui consomment, c'est le profil classique, c'est-à-dire qu'elles sont pauvres, elles sont jeunes, elles sont toutes seules, elles sont peu éduquées, elles n'avaient pas envie d'être enceintes, elles ont été victimes de violences physiques sexuelles, elles consomment d'autres substances, elles sont mal suivies sur le plan médical. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui a attiré notre attention, c'est qu'elles ont beaucoup de troubles anxio-dépressifs comorbides. Et là, on peut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer la symptomatologie actuelle. Et puis surtout, elles ont le partenaire consommateur. Ça veut dire qu'il faut non seulement leur dire d'arrêter de fumer, de boire, de les accompagner, mais il faut le faire aussi avec le conjoint si on veut que ça marche. Et puis, dernier point que je voulais
sur lequel je voulais simplement mettre le doigt, c'est la prévalence très différente des troubles psychiatriques en population générale. C'est une enquête INVS qui a été faite en 2007, mais les choses n'ont pas beaucoup changé sur une énorme population. Vous voyez qu'on a pratiquement 2 fois plus de troubles anxieux chez les femmes et puis 50% de plus de troubles dépressifs. Ce qu'on voit de plus en plus de manière générale, c'est que les hommes, ils ont des troubles neurodéveloppementaux, autisme, troubles du langage, dyslexie, etc., qui commencent dès l'enfance. Et les femmes, elles sont plus indemnes de ce genre de pathologie, pas complètement, mais un peu plus. Par contre, elles développent beaucoup plus de troubles émotionnels au moment de la puberté, au moment où elles commencent à sécréter des hormones sexuelles. Et puis les hommes, ils sont plus enclins à des comportements d'alcoolisme, de toxicomanie que les femmes, puisque vous voyez que la proportion est très différente. Alors pourquoi est-ce que les femmes ont des facteurs de risque de troubles psychiatriques de type anxio-dépressif? Il y a plein d'hypothèses. Une, c'est la charge hormonale qui est différente, et ça débute à la puberté. Une autre, c'est qu'elles auraient une réponse différente de l'axe corticotrope au stress, et que donc elles auraient plus tendance à avoir de l'anxiété, de la dépression en réponse au stress. Une troisième, qui est probablement sociétale, c'est qu'elles ont une estime de soi dans l'ensemble qui est plus faible. Elles ont une tendance plus forte à la rumination, à la honte, à la culpabilisation pour des raisons probablement éducatives et sociétales. Et puis elles sont exposées beaucoup plus fréquemment à la violence, aux abus sexuels, aux inégalités sociales, à la discrimination, qui sont des facteurs qui peuvent augmenter à l'âge adulte l'anxiété et la dépression. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut promouvoir la recherche chez les femmes, parce qu'on considère depuis très longtemps, en particulier, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps la recherche sur les médicaments, on dit voilà, on a étudié les médicaments chez les hommes, et puis on fait l'hypothèse que de toute façon, les êtres humains, c'est tout pareil. Or, c'est faux, il y a d'énormes différences, parce qu'on n'a pas la même masse grasse, parce qu'on n'a pas le même métabolisme, d'énormes différences entre les hommes et les femmes, et donc on met sur le marché des médicaments qui sont formatés pour les hommes, et puis on se retrouve avec des effets secondaires sur les femmes. Et puis on ne les teste pas chez les femmes en âge de procréer, parce qu'on a peur qu'elles soient enceintes, et on ne sait pas ce qui se passe non plus chez les femmes enceintes. Or, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des femmes enceintes qui prennent des médicaments dont on ne connaît pas très bien la toxicité, et c'est a posteriori qu'on dit « ah bah oui, il y avait tant de cas de malformation, etc. » parce qu'on n'a pas su l'anticiper. Alors, je n'ai pas de solution, je ne sais pas comment on peut faire, mais en tout cas, il y a un rapport qui a été fait au Parlement européen pour pousser l'industrie pharmaceutique et mettre des réglementations, il n'y a que ça qui marche pour l'industrie, à tester les médicaments chez les femmes. Pour les addictions, il faut refaire des campagnes d'information. C'est pas rien de fumer ou de boire quand on est enceinte. Et donc, il faudrait pratiquement le faire chez les femmes en âge de procréer et leur demander d'arrêter quand elles commencent à se poser la question de la parentalité, parce que souvent, elles arrêtent quand elles sont déjà enceintes d'1 mois, 2 mois. Et puis, le temps qu'elles arrêtent, ça fait 3 mois. Ça veut dire que le bébé il a été exposé pendant le premier trimestre. Dépister de façon systématique les addictions chez toutes les femmes enceintes. Pour l'instant, on ne le fait pas et on ne sait pas le faire. C'est-à-dire quand on demande, il y a eu des questionnaires qui ont été faits aux États-Unis chez les gynécologues, les sages-femmes, et ils disent on est très gênés parce qu'on ne sait pas quel questionnaire utiliser, on ne sait pas comment poser la question, on ne sait pas à qui les référer après. Et puis dépister de manière systématique chez tous les nouveau-nés pour améliorer les prises en charge, en particulier l'alcool, puisque les femmes mentent. Plus elles boivent, moins elles disent qu'elles boivent, et moins on sait que le bébé a été exposé. Alors en conclusion, pour tenir le quart d'heure, donc il faut former les soignants, mais je crois qu'on l'a dit tout au long de la journée, dépister les violences sexuelles, il faut qu'ils aient une notion de spécificité des maladies mentales en termes de santé sexuelle, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est un grand désert dans ce domaine, sur les addictions chez les femmes enceintes, éduquer la population, lutter contre le stigma, contre les maladies mentales, lutter contre les violences sexuelles, c'est pas quelque chose, c'est pas une fatalité, lutter contre les conduites addictives pendant la grossesse, faire un dépistage accru et puis en recherche clinique, prendre en compte systématiquement les différences entre les hommes et les femmes dans tous les domaines et promouvoir les recherches sur la violence sexuelle chez les victimes comme chez les auteurs. Merci de votre attention et je ne résiste pas à juste l'idée de vous dire que je viens d'être élue président élect de la Société internationale de la santé mentale des femmes et que le congrès aura lieu à Paris, on espère en mars, mais on est en négociation pour un lieu 2019, autour de la journée internationale sur les femmes. Merci beaucoup.
Oui, je vais être très court puisqu'il est 17h06. Je vous remercierai dans la deuxième partie. Quelles sont les perspectives dans ce qu'on a entendu? On pourrait déjà dire que à la fois les associations, à la fois l'État, sont en marche, étape par étape, pour l'autonomie des personnes en situation de handicap, tant sur le plan de la santé que sur le plan social, que sur le plan de la santé sexuelle. Qu'on a levé aujourd'hui des tabous, qu'on a permis d'échanger, d'avoir éventuellement des avis différents, en tout cas des avis complémentaires. Nous avons discuté de plusieurs thématiques qui restent encore vraiment délicates et qui restent encore des enjeux. L'handiparentalité, l'éducation à la sexualité avec les singularités de l'handicap et finalement la sexualité des personnes en situation de handicap. Et nous avons dépassé, je dirais, les assistants sexuels pour parler plutôt d'un accompagnement à la santé sexuelle. Alors, quelle perspective nous pourrions avoir? Eh bien, de développer des entretiens, des consultations d'accompagnement à la santé sexuelle qui est pour les personnes en situation de handicap. Et ces entretiens n'existent pas et nécessitent des formations. Et donc, ça nécessiterait, dans la perspective à court terme, qu'il y ait à la fois des professionnels en contact des personnes en situation de handicap et à la fois des professionnels qui sont déjà formés à la santé sexuelle, à l'éducation à la sexualité ou sexologues qui soient formés à l'handicap et au bilan que l'on peut avoir avec une personne handicapée. Et ce bilan, j'aimerais juste vous dire deux mots. La sexualité ne peut pas être réduite à l'acte sexuel pénétrant et potentiellement fécondant le coït. Et vous savez tous que la santé sexuelle n'aborde pas, ne médicalise pas la sexualité, mais aborde la sexualité dans une approche globale, holistique, de l'individu qui associe, outre le physique, qui est souvent un écueil dans nos discussions, l'émotionnel, l'affectivité, on l'a entendu, le social, l'intégration, le mental, sans oublier le spirituel, en fonction de ce que peut être chacun, mais comme dans la vie de tous les jours. Donc, les entretiens d'accompagnement en santé sexuelle à développer et nous avons ici au ministère, et nous l'avons entendu ce matin, une stratégie nationale de santé sexuelle dans laquelle nous avons un volet et dans lequel l'handicap est nommé comme tel, et mes collègues qui sont au fond de la salle et qui sont responsables de cette partie à développer de cet axe, eh bien, ont quelques étapes encore à franchir et à trouver des solutions pour qu'ils puissent exister. L'autonomie des personnes en situation de handicap, c'est aussi l'ouverture de notre diplôme à la chaire UNESCO, qui est un diplôme innovant, soutenu par l'État, qui s'appelle Devenir personne experte en situation de handicap, qui est centré sur des étudiants qui sont en situation de handicap et des accompagnants pour ceux ou celles qui ne puissent pas aller dans ce type de diplôme. Et comme nous le savons, il faut adapter ce type de diplôme aux différents handicaps. Et donc, une grande partie est faite en e-learning et une autre partie est faite en présentiel dans des lieux adaptés à l'handicap et dans un environnement possible. Il serait bon que l'on développe aussi un nouveau diplôme. J'en discutais ce matin avec justement le responsable du cabinet de Mme Cluzel, un diplôme qu'on pourrait appeler accompagnement à la santé sexuelle des personnes en situation de handicap. Ce diplôme serait adressé à des professionnels en contact des personnes et à d'autres professionnels qui sont déjà formés et qu'il faudrait qu'ils soient formés à la notion de handicap. Enfin, la chaire UNESCO, comme vous l'avez vu, a une mission de plaidoyer, de donner la parole aux usagers. Aujourd'hui, c'était les personnes en situation de handicap. Et je les remercie tous d'avoir témoigné et d'être venus ici, aux experts aussi qui les entourent, en sachant que ces personnes en situation de handicap ont leur expertise. Et la chaire UNESCO est là aussi pour être un partenaire, comme vous l'avez vu, l'exemple avec l'ADAP, par exemple, mais d'autres partenariats sont ici dans la salle, notamment celui avec le CRS, avec M. Crochon, François Crochon.
Vous pouvez nous rejoindre, nous voir dans ces perspectives que nous allons développer en 2017-2018 sur l'éducation à la santé sexuelle, dans ces enjeux et ces tabous qui nécessitent de parler des coins parfois obscurs et difficiles que nous avons à mettre en œuvre. Vous pouvez nous retrouver, donc, je vous rappelle, sur les chaînes YouTube, participer à nos conférences le vendredi soir et vous retrouvez toutes ces informations sur notre site. Enfin, pour finir, je souhaite remercier l'ensemble des intervenants, tant du matin que de l'après-midi, de l'écoute qu'ils ont eue entre eux et qu'ils ont eue aussi avec la salle. Je souhaiterais aussi remercier mes deux collègues, Ingrid Géré et Arnaud Seven, sur leur coprésidence et cette préparation extrêmement inclusive et intégrative des personnes en situation de handicap et celles qui ne l'étaient pas. Donc merci de nous avoir aussi pensé à nous, qui n'ont pas spécialement un handicap, mais qui ont parfois une autre expertise qui peut venir en complément d'expertise des personnes en situation de handicap. Remercier Georges Marquez, que vous avez vu, qui s'est occupé d'organiser tout cet accueil avec les personnes en situation de handicap. Il est directeur adjoint à l'ADAPT de Soisy. Et c'est lui qui est venu avec ces jeunes. Vous connaissez, vous avez tous eu affaire à Ernest ou Léonard Pétraud, qui est le trésorier de notre association, puisque la chaire UNESCO repose sur une association et un fonds de dotation, et qui a suivi ces inscriptions. Notre photographe Gérard Calmelet, qui nous a suivis pendant toute cette journée aussi, je souhaitais le remercier. Vous avez vu cette exposition de photos. Il faut que vous sachiez que cette exposition de photos à mon corps dérangeant de Jérôme Deya est à la disposition et peut agrémenter vos exposés ou vos manifestations quand il y en a. Et on en a entendu plusieurs qui sont prévues. Notamment, on a entendu que le 28-29 juin, l'ADAP organise ces journées et voilà donc de beaux échanges. J'ai respecté mon temps. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être resté longtemps jusqu'au bout. Merci à vous tous pour votre participation, votre écoute et les échanges que nous avons eus. Vous pouvez récupérer. Qu'est-ce que